Christophe nous a présenté une sorte de vaisseau spatial avec plein de caractéristiques. Un vaisseau spatial très attirant, on n'arrive pas à le comprendre très, très bien, on voit qu'il est puissant. Bon, là, on va parler du moteur, d'un des moteurs qui est à l'intérieur de ce vaisseau spatial. Et un de ces moteurs, c'est cette notion de blockchain. Alors, quand est-ce que ce mécanisme est apparu? Il est apparu il y a maintenant presque 7 ans, donc ça commence à dater un peu. Hein. Il est apparu en même temps que le Bitcoin. Alors, on a surtout parlé du Bitcoin, mais on n'a pas parlé de ce qui était au cœur du Bitcoin et ce qui faisait la richesse du Bitcoin. D'abord, pourquoi le Bitcoin est apparu? Il est apparu parce que d'abord, il y a eu quelqu'un que l'on ne connaît toujours pas. On a cru d'un moment le connaître il y a quelques jours, mais ce n'était pas lui. Donc, on ne sait toujours pas qui est cet inventeur. Sûrement pas un japonais, je pense, parce que c'est pas parce que le nom fait croire qu'il est japonais qu'il est japonais. Mais en tout cas, cette personne a créé un mécanisme très intéressant, surpuissant, et puis il y a eu une crise. Il y a eu la crise de 2008-2009, très grosse crise financière, là je parle des spécialistes, très grosse crise financière, où dans certains pays on a commencé à dire aux gens, l'argent que vous avez dans la banque, vous allez pouvoir vous asseoir dessus, au-dessus de 70 000 ou 80 000 euros, vous n'avez plus rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils se sont dit, on va mettre l'argent, on va le mettre quelque part, dans un autre endroit, dans un autre mécanisme, qui lui est résilient. Lui, il n'y a pas un gouvernement qui va, après s'être endetté, qui va venir nous prendre notre argent. C'était le Bitcoin. Et des pays comme Chypre ont joué un rôle énorme dans le développement du Bitcoin. Parce que pas mal d'oligarques russes, et entre autres, ont acheté du Bitcoin. 7 ans, 8 ans après, ça existe toujours. Donc le système est quand même intéressant dans le sens où il est résilient, il vit encore. Ces bitcoins, on voit de plus en plus de sites qui permettent de payer en bitcoin. Je crois que c'est même Monoprix qui a permis ça récemment. Pourquoi ça a marché autant? Ça a marché autant parce que derrière, il y a ce concept de chaîne de blocs. Alors, c'est un concept, c'est un petit algorithme, c'est un concept qui a, comme on va le voir, de plus en plus de puissance, de plus en plus d'intérêt, de plus en plus... C'est une solution. À partir du moment où on a une solution, on va pouvoir créer de nouveaux problèmes. Ça, c'est une solution. Ce matin, j'ai acheté le journal. Blockchain est-elle la nouvelle grande révolution technologique? Donc, ça diffuse. Alors, j'ai lu l'article très rapidement. Les gens ont du mal encore à l'appréhender parce que c'est très complexe. Je vais essayer de vous en donner une vision assez relativement segmentée et claire. Le blockchain, ça a 2 intérêts. Et ça se fonde sur 2 éléments. La cryptographie et le peer-to-peer. Alors, d'abord, commençons par la cryptographie. Alors ça, c'est quelque chose qui fait toujours un peu peur. Hein. La cryptographie, ce n'est pas uniquement « je vais essayer de me cacher ». C'est aussi « je vais essayer de m'authentifier ». Et, par exemple, si je crée un document qui contiendra un diplôme, la cryptographie va me permettre de dire que c'est bien l'étudiant Tartampion qui a passé le diplôme de Master 2 en système d'information de l'IAE de Montpellier. Et ce n'est pas M. Dupont qui a usurpé l'identité de Tartampion. Non. La cryptographie permet aussi de s'authentifier et donc d'être sûr de garder l'intégrité dans des données. Deuxième élément au cœur de la blockchain et du blockchain, c'est la notion de peer-to-peer, d'égal à égal. Alors ça, c'est... Qui est-ce qui télécharge ici? Des séries, Ouais, je vais lever la main. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y en ait si peu qui téléchargent. Voilà, ça y est, ça commence. Bon. Votre directeur télécharge, vous pouvez lever la main. Hein. Il y a plusieurs modes de téléchargement. Une des modalités de téléchargement qui a eu le plus de succès, c'est à la fois le plus de succès et quelque part le plus de danger, c'est cette notion de peer-to-peer. C'est-à-dire que tout ce qui est réseau était fondé à la base sur une grande différence entre le serveur, celui qui offre la ressource, et le client, celui qui l'utilise. Le peer-to-peer, c'est quoi? C'est toutes les machines sont égales, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois
client et serveur. Elles téléchargent dans le réseau, mais elles permettent aussi aux autres de télécharger sur elles. Forcément, ça multiplie, ça fluidifie les échanges, puisqu'il n'y a plus qu'un seul serveur. Il y a autant de serveurs que d'individus connectés. Donc c'est beaucoup plus dur de fermer un serveur, parce qu'il y a autant de serveurs que de gens qui téléchargent. Donc c'est très très dur de fermer. D'un autre côté, c'est un peu comme à la boxe, quand on donne un coup, forcément on s'expose. Et bien là, on s'expose aussi parce que comme on permet à d'autres gens de télécharger, et c'est comme ça qu'Adopi fonctionne, on est soi-même, on donne soi-même du contenu considéré comme illicite. Donc c'est pour ça que le Adopi ne cible que les gens qui utilisent ce mode de téléchargement, le peer-to-peer. Donc ceux qui sont sur zone de téléchargement, vous pouvez continuer, ça c'est... Donc le peer-to-peer, c'est une méthode d'égal à égal où chaque acteur est à la fois serveur et client. Il donne, il reçoit. Ces réseaux-là sont donc extrêmement solides. Puisque si j'en ferme un point, bah ça n'empêchera pas, il y en a des millions d'autres qui font la même chose. Donc ça n'aura aucun impact sur le réseau. Il faudrait fermer le million. Ça, c'est pas possible. Donc je reviens à ce concept de blockchain. Il est fondé sur ces deux éléments. Donc il permet à la fois de garantir qu'un objet, et on va voir ce qu'est cet objet, que cet objet est intègre. Il n'a pas été altéré, il n'y a pas quelqu'un qui a rajouté une ligne, il est sûr. Et en plus, il résiste. On ne peut pas l'effacer. Je ne peux pas faire supr, et ça y est, le serveur a disparu, ou le fichier a disparu. Donc il est résilient et fiable. Voilà. Ça, c'est vraiment le cœur de ce concept de blockchain. Maintenant, à partir du moment où on a un objet, on a un outil qui est persistant, résilient, et qui est intègre, eh bien on va pouvoir en faire un certain nombre d'applications. Première application, ça a été sur les flux financiers et les différentes, je vais employer le vrai terme, crypto-monnaies virtuelles. C'est-à-dire des monnaies virtuelles, puisqu'elles ne sont adossées, elles n'ont pas un sous-jacent physique. Enfin, l'euro, il n'en a pas non plus, et le dollar, depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, non plus. Donc, c'est une monnaie virtuelle, mais qui utilise un mécanisme cryptographique, donc du blockchain, de la blockchain. Il utilise. Maintenant, je ne sais plus comment on dit alors. Donc, the blockchain, comme Bakri. Donc, un mécanisme cryptographique, donc c'est pour ça qu'on dit crypto-monnaie virtuelle. Donc, le premier emploi du blockchain, ça a été dans ces monnaies, et quelque part, c'est ce qui a assuré une certaine confiance. Parce que ça veut dire que on va pouvoir, et c'est comme ça que fonctionne le Bitcoin, on va pouvoir garder le fait que, par exemple, le porte-monnaie électronique de Jean-Fabrice a permis d'acheter un fichier MP3 chez tel fournisseur. Cette transaction, elle va être enregistrée dans un gros fichier. Ce gros fichier va être partagé entre plein d'acteurs en peer-to-peer, et il restera. Donc, le blockchain, c'est bien un moteur qui permet l'existence de monnaies virtuelles comme le Bitcoin. Sans blockchain, pas de Bitcoin. Parce que une monnaie virtuelle, comment on peut savoir que j'ai acheté quelque chose là? Comment ça peut être sûr? Comment le vendeur? Ça peut être sûr, et c'est garanti que c'est sûr grâce au blockchain. Donc, la vraie invention qui a été, c'est pas le Bitcoin, c'est le mécanisme qui est sous le Bitcoin, qui a permis la création du Bitcoin. Deuxième type d'application, pour ça il faut parler même de 2.0, et bien c'est le fait d'utiliser cette blockchain pour, comme je l'ai marqué, assurer des accords, des contrats, et les conserver. Ça, c'est un impact énorme. On prend par exemple les mariages. On peut très bien, plutôt qu'un registre d'état civil écrit à la main, qui est gardé en un seul lieu, on peut très bien passer tous les mariages du monde sur blockchain, en blockchain.
Ça serait conservé, ça serait gardé, ça serait visible, ça pourrait être un moyen. Ça va donc s'appliquer à tous les contrats possibles et imaginables. Parmi ces contrats, on peut très bien voir les contrats de propriété. Et donc sont apparus ce qu'on appelle le concept de DCO, Distributed Collaborative Organization, c'est-à-dire, j'ai une organisation, ou plutôt un projet. C'est très difficile de valoriser un projet. On voit bien sur les valorisations des startups, c'est extrêmement dur de valoriser un projet. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ce projet? J'ai un projet. Dans un premier temps, je vais décomposer ce projet en un ensemble de petites valeurs. Une sorte, je pourrais le dire en bitcoin, je pourrais le dire en n'importe quoi à coin. Je vais le décomposer en un ensemble de petits éléments. Chaque élément représentant une partie de ce projet. Et ensuite, je vais proposer à des gens de posséder, d'acheter des éléments de ce projet. Plus ils auront confiance dans le projet, plus ces éléments auront une valeur. Tous ces échanges sont enregistrés. J'ai recréé un marché financier sur une entreprise. J'ai recréé un marché financier et la valorisation elle est que j'ai par exemple créé le projet bouteille d'eau, donc j'ai créé les watercoins. Mais mes watercoins, leur cours d'échange, leur taux d'échange en bitcoin, plus mon projet va être intéressant, plus il va monter. Et en fait, j'ai recréé une sorte de propriété privée. Cette propriété privée, je dispose de watercoins qui représentent des éléments de cette entreprise, et ces éléments ont une valeur qui sera liée aux potentialités du projet. C'est pour ça que le Nasdaq investit énormément en ce moment sur le blockchain, à la fois pour enregistrer ses transactions, mais aussi parce qu'il se dit, mais finalement, quel est mon rôle? Si tout le monde peut se mettre à créer des marchés financiers, à créer des organisations qui puissent être dans laquelle les droits de propriété peuvent être librement échangés et garantis. J'ai plus tellement de rôle. Et on peut voir l'émergence de nouvelles plateformes, l'équivalent de Uber, mais qui remplacerait le Nasdaq. Donc, inutile de vous dire qu'ils sont relativement inquiets, parce qu'ils n'investissent pas comme ça. Donc ce concept de DCO, de Distributed Collaborative Organization, est vraiment, à mon avis, surtout sur le thème de la gouvernance, une piste de recherche, aussi bien pour de jeunes doctorants que pour des chercheurs confirmés, une piste à explorer. La première plateforme qui a lancé ça, c'était Swarm. C'était une plateforme de crowdfunding, mais au lieu de faire du crowdfunding avec une monnaie classique, ça a fait du crowdfunding et chaque projet créait sa propre crypto-monnaie. Donc c'est, à mon avis, une piste de recherche à explorer. Troisième type d'application, c'est pour ça qu'on a parlé un peu de 3.0, la notion de smart contract, c'est-à-dire, il y avait encore de l'humain jusque-là. Après tout, on va pouvoir l'enlever celui-là. Je prends un exemple de, Christophe a parlé de Airbnb. Dans Airbnb, il faut quand même, jusqu'à présent, la personne était chez elle, elle recevait, bonjour monsieur, voilà, merci, donc votre paiement auquel il est bien arrivé. Il y avait cette partie. Il y a des entreprises comme Snowflake qui commencent à développer des petits appareils, c'est une poignée de porte. Cette poignée de porte, à partir du moment où vous allez l'ouvrir, vous allez rentrer d'abord votre identifiant sur cette poignée de porte, ensuite vous allez l'ouvrir, ça considère que le contrat a commencé, que vous serez débité. C'est stocké sur une blockchain, qui s'appelle Ethereum par exemple, dans ce cas-là. Parce que blockchain c'est un terme générique, et puis après il y a plusieurs noms de blockchain différents. Ethereum. Puis voilà, votre contrat commence. Ça fait qu'à la limite, vous pouvez avoir 30 appartements, 30 poignées de porte, et vous êtes chez vous, vous regardez votre Game of Thrones favori, et puis pour l'instant, tout tombe. On appelle ça des smart contracts. Donc on peut faire des contrats totalement automatisés qui s'appuient sur ce mécanisme derrière, sur ce mécanisme de blockchain. Et voilà. Quels sont les impacts en termes de gouvernance? J'en vois au moins 3. Le premier, quel est le rôle des tiers de confiance? Si
Si on prend l'enregistrement, par exemple, des achats et ventes de biens immobiliers, et qu'on stocke ça dans une blockchain, ben un notaire, ça sert à quoi? Déjà, il ne sert pas grand-chose. Je ne sais pas notaire pour la salle. Si, il prenait 7%. Mais ben là, ils prendront beaucoup moins. Et puis, voilà. C'est transparent, c'est ouvert. Les contrats sont stockés. Vous pouvez savoir l'ensemble de votre cadastre. Donc, quel est le rôle des tiers de confiance? Ça amène cette question. Deuxième, alors je ne dis pas qu'il va disparaître. C'est comme après les vagues d'externalisation, on a dit qu'il ne va plus y avoir d'entreprises, donc toujours des entreprises, mais il y aura les tiers de confiance vont devoir. Peut-être que il va y avoir un tiers de confiance qui va créer sa propre blockchain aussi. Hein. Mais là, il va falloir qu'il monte en gamme, les notaires. Deuxième, à un niveau plus large, quels sont les impacts sur les États? Comme l'a dit fort justement Christophe, ça se joue plus en État, ça se joue en grande ville, en mégapole, ça se joue en flux, ça se joue en grands groupes, Alphabet. Je fais une petite parenthèse, moi j'ai trouvé ça fantastique que Google se renomme en Alphabet pour décliner sur le lettre de l'alphabet l'ensemble de ses filiales. C'était à la fois super simple, et puis c'est vrai que personne n'y avait pensé avant. Ça montre que même dans des termes de management stratégique et de marketing, parce que c'est aussi un aspect marketing, ils sont bons aussi pas uniquement dans le technique. Enfin, donc quel est le rôle des États? Parce qu'on peut se demander finalement à quoi il sert. Normalement l'État était garant d'une certaine intégrité, ben là non. Ça amène à poser le rôle des États face à ces mécanismes qui sont mondiaux. On le voit bien de toute façon dans le téléchargement. Hein. Quand vous téléchargez pas juste à l'intérieur des frontières de la France. Donc ben là c'est pareil, vous ferez des contrats, ces contrats, après tout, on peut très bien avoir un cadastre mondial. Donc ça amène ce type de questions. Virtuellement, comme dit Christophe, Google Maps est un cadastre mondial. Il n'y a plus qu'à rajouter ce moteur derrière, l'authentification, et vous pouvez avoir un cadastre mondial. Assez rapidement. Troisième élément, ben c'est la notion de contrôle. Il y a beaucoup de travaux en gestion sur les théories de contrôle. Ça amène un renouvellement de ces questions. Ce renouvellement, on a beaucoup parlé de contrôle du haut vers le bas, on a parlé des fois de contrôle du bas vers le haut. Là, on a des sortes de contrôles qui arrivent intelligemment à marier les deux. Je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre la notion que vous connaissez tous de hashtag dans Twitter. Un organisme étatique aurait dû créer Twitter. Application qui permet de envoyer des messages selon des messages qu'on va catégoriser dans des thèmes. Donc, si ça avait été une optique purement du haut vers le bas, une optique purement administrative, pour faire ça, il y aurait d'abord une commission qui se réunit, qui aurait défini les thèmes. Alors, par exemple, ils auraient fait le thème sport, vie privée. Dans sport, ils auraient mis sport de balle. Dans sport de balle, ils auraient mis grande balle, petite balle. Et voilà. Bref, ils auraient voulu parler de ping-pong. Il aurait fallu choisir sur X catégories. Vous n'auriez jamais envoyé un seul tweet. Qu'est-ce qu'a fait Twitter pour garder le contrôle? Ils ont laissé des gens créer leur catégorie. Ça s'appelle les hashtags. Le hashtag, cette catégorie, elle parle en bas, elle est intéressante. Eh bien, il y a de plus en plus de gens, le I Love Paris, etc., il y a de plus en plus de gens qui vont l'utiliser. Elle n'est pas intéressante, elle disparaît. Donc, ça reste quand même un contrôle de Twitter sur son application, mais en utilisant une approche du bas vers le haut. Quand on applique ce mode de raisonnement au blockchain, enfin, on peut appliquer ce mode de raisonnement au blockchain, puisque on peut très bien imaginer, je reste sur l'exemple des notaires, on peut très bien imaginer qu'une association de notaires crée sa propre blockchain, notaire et homme, et que
il soit conscient que ceux qui contrôlent cette blockchain, ce ne sont pas les notaires, mais ce soit l'ensemble des gens qui achètent et qui vendent des biens, en garantissant comme ça l'intégrité de ces échanges. En conclusion, quelles sont un peu les perspectives? C'est pas la blockchain en elle-même qui va tout changer. C'est un peu comme la théorie des maturités multiples, c'est l'arrivée de différents éléments qui sont aujourd'hui à maturité. Et j'en vois au moins 4. Blockchain, on en a parlé. Au niveau de la production physique, le développement de l'impression 3D qui change, qui bouscule énormément les modèles traditionnels. Le crowdsourcing, c'est-à-dire d'une certaine manière, comment je suis capable de récupérer la puissance de la foule pour mon business. Attention, tout ce qui est crowd n'est pas crowdsourcing. Crowdsourcing, c'est que quand même j'ai réussi à récupérer la puissance de la foule pour réaliser une activité. Et dernier élément, il y a l'Internet des objets, c'est-à-dire donner un tout petit peu d'intelligence à des milliards d'objets, ma poignée de porte. À partir du moment où on va avoir ces milliards d'objets qui ont un peu d'intelligence, un mécanisme de blockchain, donc déjà rien qu'avec ça, on va pouvoir faire des smart contracts entre objets. Je vais dire n'importe quoi, le poulet, vous le prenez, vous le mettez dans le frigo, la petite puce qu'il y avait sur l'emballage du poulet, discutez avec le frigidaire, la transaction est enregistrée. Par exemple, on peut très bien imaginer que ça puisse s'appliquer pour des restaurants, et du coup, les contrôleurs hygiène et sécurité ou des restaurants, bah, ils peuvent suivre en direct, ou alors même le guide Michelin peut savoir la fraîcheur des produits qui sont vendus dans tel restaurant. On multiplie ça par la production physique de biens. Donc, mon objet connecté m'a commandé lui-même un produit. Par exemple, je ne sais pas, telle partie de ma voiture va commencer à tomber en panne. Ma voiture, la commande directement, la refait fabriquer, c'est payé, et je vais la chercher, je la mets. Ou alors le garagiste la met. Et puis ça sera peut-être pas le garagiste, ça sera peut-être quelqu'un de non identifié dans la foule qui va se proposer, comme pour Blablacar, de me réparer ma voiture. Donc la conjonction de ces 4 éléments va amener, à mon avis, des changements non pas incrémentaux, mais plutôt radicaux. Je vous remercie.